ressourcerie de l'écrivain. Je filme cette vidéo le lundi soir, il est minuit moins le quart. Je suis en train de penser au montage de demain, donc je me suis dit, allez, on le fait maintenant parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc, nouvelle vidéo sur les DNF. Les DNF, ça veut dire Did Not Finish, donc c'est les livres qu'on a a priori abandonnés. J'ai un rapport assez particulier à l'abandon des livres parce que j'en abandonne peu. Et souvent, c'est des reculer pour mieux sauter, entre guillemets. À part, bien entendu, s'il y a des livres... je vous avouerai que, par exemple, le Marquis de Sade, je pense que plus jamais, même par curiosité. Il y a des livres aussi des auteurs vers lesquels je ne me retournerai plus. Comme très probablement Sarah J. Maas parce que je trouve que c'est pas ouf et Colleen Hoover pas mieux. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais j'ai quand même aussi des fois commencé à lire des livres et moi je suis la grande professionnelle pour commencer un bouquin, mettre un petit marque-page dedans, peut-être que j'ai lu 50 pages, peut-être que j'ai lu la moitié, je l'oublie, je le pose quelque part, je ne sais pas ce que j'en fous. Et j'y repense genre 2-3 mois plus tard et évidemment je le retrouve pas. Ça peut être cette raison-là, ça peut être aussi comme raison le fait que je pense que je suis une mood reader, c'est-à-dire que je lis en fonction en fait de mon état d'esprit, de mon tempérament du jour. Et peut-être que des fois en fait je vais lire un truc qui est peut-être un petit peu trop complexe alors que j'ai juste envie de lire un truc tout peinard et tout divertissant. Donc ça arrive aussi. Et donc, je vais vous parler de 5 livres que j'ai abandonnés temporairement. 5 livres ou séries de livres que j'ai abandonnés temporairement dans les grands genres de l'imaginaire. On est plutôt du côté de la science-fiction, il y a un petit peu de fantasy aussi. Et il me semble qu'il y a juste une trilogie dans le lot. Évidemment, il est tard, je vais pas chercher les bouquins, je ne sais pas où ils sont, j'ai la flemme. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai abandonné et qu'est-ce que je reprendrai un de ces 4. Et ça va apparaître à côté de moi. Donc, tout d'abord, le Déchronologue de Stéphane Beauverger. Au XVIIe siècle, sur la mer des Caraïbes, le capitaine Henri Villon et son équipage de pirates luttent pour préserver leur liberté dans un monde déchiré par d'impitoyables perturbations temporelles. Leur arme, le déchronologue, un navire dont les canons tirent du temps. Qu'espérait Villon en quittant Port Margot pour donner la chasse à un galion espagnol, mettre la main peut-être sur une maravilla, une des merveilles secrètes si rares qui apparaissent quelquefois aux abords du Nouveau Monde. Assurément, pas croiser l'impensable, un léviathan de fer glissant dans l'orage, capable de cracher la foudre et d'abattre la mort. Lorsque des personnages hauts en couleur, aux verbes fleuris ou aux rugueux parler des îles croisent objets et intrus venus du futur, un souffle picaresque et original confronte le récit d'aventure maritime à la science-fiction. De quoi être précipité sur ces rivages lointains où l'histoire éventrée fait continuellement naufrage, où les marins affrontent tous les temps, car avec eux on sait, qu'importe de vaincre ou de sombrer, puisque l'important est de se battre. Dans ce livre-là, il y a tous les ingrédients qui font que ça peut me botter. À savoir qu'on est dans les pirates, on est dans la piraterie, dans les Caraïbes. Euh, je pense que comme beaucoup, hein, moi je suis jamais très originale en tant que lectrice. La piraterie m'intéresse beaucoup, la piraterie des Caraïbes en particulier, mais aussi celle d'ailleurs. Et je sais que les séries de films comme Pirates des Caraïbes, évidemment, ça m'a plu, faudrait que je les re-regarde d'ailleurs. J'ai pas tout vu, mais bref, la piraterie des Caraïbes, je trouve que c'est très intéressant. Parce que elle est née aussi dans un contexte particulier où notamment les marins anglais se sont retrouvés à 10 000 bornes où on leur a dit, bah en fait, c'est fini, on arrête d'être en guerre contre les Espagnols ou contre je sais plus qui. Donc, ben, revenez si vous voulez, mais on vous envoie plus de soldes. Donc, évidemment, les gens se retrouvent un petit peu dans la mouise et ont dû survivre.
Et c'est ballot, il y avait des galions espagnols pleins d'or qui passaient. Donc la piraterie, ça m'intéresse beaucoup. Il y a l'aspect aussi qui est SF, parce que là, si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit du, résumé, c'est que le déchronologue, ses canons tirent du temps. Et il y a une histoire de merveilles aussi. Et les merveilles, ce sont des objets qui sont anachroniques par rapport à l'époque, l'époque de la piraterie, à savoir, je pense, le 18e. Je retourne sur mon... au 17e siècle. Et on se retrouve donc avec des objets anachroniques, du temps qui est tiré. Et j'ai recroisé récemment. Cet été, j'ai participé au Mystériel de Redon, qui est un petit salon du livre qui a lieu depuis quelques années, qui est très sympa, je trouve, qui est gratuit. Et j'ai croisé Stéphane Beauverger, et comme une conne, parce que je suis très conne des fois, je lui ai dit que je n'avais pas fini le déchronologue à l'auteur, en direct. Et quand j'ai dit ça, je me suis dit, t'as pas dit ça? Putain, t'as dit ça! Et donc je lui ai acheté Collision par temps calme chez La Volte, où on est dans une utopie, donc une utopie où tout va bien, avec une IA qui est très sympa et qui est au service des humains. Et j'ai pas un souvenir. Je pense que ma lecture du déchronologue doit remonter à sa sortie, donc peut-être du 15 ans, 10-15 ans. Donc autant vous dire que j'avais dû lire peut-être un tiers. Et je pense que je l'avais lâché parce que j'avais trouvé que c'était trop compliqué à comprendre. Et c'est souvent quelque chose où je vais avoir du mal, en fait, dans les livres où il y a une inspiration SF, donc vraiment scientifique. Là, je pense que c'était pas très scientifique, entre guillemets, hein. C'était plus les concepts du temps, les concepts des objets anachroniques. Il me semble qu'il y avait aussi des histoires de couches de temps différents qui se passaient. Je vais faire un comparatif qui est sans doute bidon. Dans Neverwhere de Neil Gaiman, à un moment, le groupe de personnages se retrouve en fait à voyager de station de métro en station de métro, et va croiser par exemple une légion romaine. Une légion romaine alors qu'on est au XXe siècle à Londres. Qu'est-ce qu'elle fout là? Eh ben, elle fout là que le monde de Neverwhere, le Londres d'en bas, fonctionne comme ça, avec des couches de temps qui coexistent, où on peut passer d'une couche à l'autre, croiser un légionnaire romain ou croiser un pestiféré médiéval. Et ce monde fonctionne comme ça. J'ai un petit peu ce souvenir-là par rapport aux deux chronologues. J'ai le souvenir que c'était un peu complexe. Je pense que j'avais décroché parce que c'était complexe pour moi. Parce que peut-être qu'on était l'été, et l'été, j'aime bien lire des trucs assez cool. Enfin, assez cool. Pas compliqué, où il faut pas trop réfléchir. Écoutez, j'assume mon côté lectrice idiote, hein, des fois. Des fois, j'ai besoin de lire un truc tout con, qui me divertit et qui passe le temps. Et là, le déchronologue, ça ne devait pas répondre à l'envie de l'instant, qui était plus une envie de distraction. Mais j'y pense encore, surtout depuis que j'ai dit à l'auteur que je n'ai pas fini son livre. Ne faites pas ça. Modérez votre enthousiasme d'être content face à un auteur que vous connaissez de nom. Ne dites pas ça aux auteurs, clairement. Bon, j'ai ma langue a ripé. Autre abandon temporaire plus récent, où là j'ai dû lire à peu près un cinquième du livre, c'est La source au bout du monde de William Morris. Donc William Morris, c'est un auteur qui est arrivé avant Tolkien et C.S. Lewis, et qui les a tous les deux, je pense, inspirés. C'est un des pères de la fantasy anglo-saxonne, et pas que, parce que cet homme était cet homme a eu plein de vies différentes, notamment il était peut-être architecte, art déco, décorateur. Il a fait énormément de dessins, de tapisseries, etc. William Morris, médiéviste en plus, je crois qu'il était également traducteur.
William Morris a vécu plusieurs vies dans sa propre vie et je trouve que c'est très intéressant. C'est un auteur dont j'ai lu un livre en entier, à savoir Le lac aux îles enchantées. Et La source au bout du monde, comme Le lac aux îles enchantées, on est sur une rêverie en fait d'un auteur de l'époque peut-être victorienne ou édouardienne, je ne sais plus exactement, fin 19e en gros, où il idéalise en fait le Moyen-Âge et les contes. Là où dans Le lac aux îles enchantées, on a une héroïne féminine qui est en capacité de se battre, même si elle ne réussit pas à mettre un coup d'épée à un homme. On n'est pas dans des héroïnes un peu de contes qui vont servir de faire valoir à l'homme ou qui vont servir de pot de fleurs. Et dans La source au bout du monde, je trouvais pourtant que c'est un livre qui m'aurait plus plu que Le lac aux îles enchantées, que j'ai trouvé sympa. Mais il faut garder en fait en tête qu'on est dans un vieux livre de fantasy qui est plus vieux que Le Seigneur des Anneaux, etc. Et on est dans une idéalisation en fait du Moyen-Âge, je me répète, et du conte. Et La source au bout du monde, on est sur je crois, le plus jeune des princes d'une famille qui est dans un royaume, qui veut partir en voyage, en quête, en fait, il veut aller trouver, je crois bien, la source au bout du monde. Ses parents voulaient le garder auprès d'eux parce que ses parents voulaient garder un de leurs enfants auprès d'eux pour s'occuper d'eux au niveau des vieux jours. Je me souviens qu'il y a un fils qui part au nord, un fils qui part à l'est, un fils qui part à l'ouest, et lui, il partait au sud, il me semble, là où il y avait la source au bout du monde, et très bizarre, du dos, il y avait une forêt qui s'appelait plus ou moins la forêt dangereuse ou quelque chose comme ça me fait penser un peu à la forêt interdite de Harry Potter, où en gros c'est un peu écrit dans le nom que c'est dangereux et qu'il faut pas y aller, et ben il y va. Et on est sur un personnage qui est assez naïf, qui y va quand même. Et je pense que le fait de... Je pense que je me suis arrêtée pour plusieurs raisons. D'une, parce que peut-être que j'avais encore pas envie de lire ça à l'instant T. Et deux, c'est que j'avais envie que cette lecture corresponde à une idée de vidéo et de type de vidéo que je voulais faire, à savoir un vlog lecture où je lisais une partie, je faisais une petite vidéo, je lisais une autre partie, je faisais une autre vidéo, etc. jusqu'à la fin du livre. Sauf que ma vidéo initiale, en fait, elle datait du mois de septembre 2024. On est en décembre 2025. Donc je l'ai jetée parce que je m'en souvenais plus. Et je me suis dit tout simplement que ma lecture remontait à trop longtemps et qu'il fallait que je reprenne à zéro. Peut-être que je vais faire une vidéo complète rien que sur ce livre-là. Peut-être je vais l'intégrer à une vidéo plutôt fantasy, pardon, qui sera un peu plus large. Je ne sais pas exactement encore, mais je le lirai un de ces quatre parce que j'ai encore repéré d'autres livres de William Morris qui sont aux éditions Forge de Vulcain que j'aimerais bien acheter. J'en avais repéré aux Utopiales, mais donc je pense qu'un de ces quatre, en fait, les William Morris, je vais tous me les faire. Et c'est surtout parce que il y a à la fois l'envie de lire des précurseurs de fantasy et il y a un côté un petit peu Moyen-Âge idéalisé parce qu'on a l'impression en fait de lire un livre médiéval, mais pas du tout. Mais j'aime bien en fait, j'aime bien cette espèce de décalage qui est assez sympa. Ensuite, la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson. Ça remonte à un bail. Alors, il est principalement connu pour sa trilogie sur Mars et la terraformation de celle-ci. Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. J'ai évidemment acheté tous les bouquins. C'est des livres qui datent de 94, 95, 96. Je pense bien qu'effectivement, je les ai achetés au siècle dernier. Et ce livre-là, en fait, j'ai dû caler directement à Mars la rouge. Je vais vous lire le pitch et je vais vous dire pourquoi je pense que j'ai
assez rapidement laissé tomber, mais j'aimerais bien y retourner aussi. Donc c'est le premier volet de la saga visionnaire et culte. Demain, 100 pionniers s'embarquent à bord de l'Ares, un immense vaisseau spatial dans lequel dans lequel ils vont voyager une année entière. Leur destination, Mars. Seul un homme y a déjà posé le pied, John Boone, légende vivante qui s'est porté volontaire pour ce second voyage, sans espoir de retour vers la Terre. Car les hommes et les femmes de l'Ares devront aller au-delà de l'exploration. Ils devront rendre habitable ce monde hostile, descendre dans ces canyons pour y chercher de la glace, ensemencer les vallées où coulèrent des fleuves, braver le désert pour y inventer de nouvelles villes avec des matériaux nouveaux. Mais ils devront surtout affronter leurs différences politiques et religieuses pour recommencer l'histoire. De mémoire, j'ai lâché assez rapidement. Donc on est sur Mars la rouge, donc Mars telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mars la bleue, donc j'imagine que de l'eau, il va y avoir de l'eau courante, de l'eau vivante sur Mars. Donc là c'est l'étape d'après. Et Mars la verte, c'est quand Mars est végétalisé. On parle de terraformation et en fait c'est des idées que je trouve super intéressantes dans le concept, le fait d'aller entre guillemets ensemencer une planète qui est hostile et je regarde. Ok, il y a aussi une intégrale de la trilogie martienne. Donc l'idée d'ensemencer une planète et qu'il y ait des colons humains qui vont y vivre, je trouve que c'est très intéressant et je voulais voir ça en fait, je voulais lire ça. Sauf que de mémoire, j'ai lu ça, je pense, avant 2000. Donc j'étais, on va dire, sur une fin d'adolescence. Et je pense que clairement, je me suis un petit peu cassé les dents sur probablement des concepts scientifiques qui étaient un peu trop complexes. Là, j'ai un peu plus de bouteilles parce que j'ai pris 25 ans. Donc, je suis pas beaucoup plus scientifique qu'à l'époque parce que moi, les sciences, j'ai un petit peu lâché. J'ai un peu lâché la rampe au collège, non, au lycée, pardon, au début du lycée. Parce que j'avais commencé une première S et que en cours d'année, en fait, je suis passée en première L parce que j'étais larguée. Et j'aimerais bien reprendre là-dessus, voir si tout simplement je peux comprendre en fait avec mon petit cerveau de littéraire, si c'est pas trop compliqué. J'ai le souvenir d'avoir très peu lu, donc mais c'est quelque chose. C'est un abandon temporaire là aussi, même si c'est un abandon qui a peut-être 25 ans. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que donc je l'ai pas lu. Je vous lis juste un petit bout. Non, 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 l'histoire n'équivaut pas à une évolution. C'est une analogie trompeuse. L'évolution est une question d'environnement et de hasard, déployée sur des millions d'années. Mais l'histoire, avec un grand H, elle concerne à la fois l'environnement et le choix des actes limités à des temps de vie, et parfois même à des années, des mois ou des jours. L'histoire est lamarckienne. Et si nous choisissons d'établir telle ou telle institution sur Mars, il en sera ainsi. Donc c'était un extrait de dialogue, je ne sais pas qui parle, je ne sais pas quand, mais je pense que c'est un livre qui va adopter à la fois des concepts scientifiques, de voyage dans l'espace, on s'installe sur une terre, qu'on terraforme, et on parlait bien d'évolution aussi, il me semble, dans... Je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur Wiki, tout simplement. Mars la Rouge commence en 2026 avec la première expédition de colonisation sur Mars. Plus tard, les premiers colons, les 100 premiers, composés à 70% de Russes et d'Américains, établissent la première implantation sur Mars, nommée Underhill, donc sous la colline, et tracent les plans pour les scientifiques et ingénieurs à venir. Cependant, à cause de l'avidité des firmes transnationales qui dominent et contrôlent les États-nations sur Terre, les villes martiennes deviennent surpeuplées et sous-entretenues. Les forces anti-terraformation sont tenues responsables de nombreux cas de sabotage des infrastructures de terraformation. La situation débouche sur une violente révolution en 2061, donc il s'est passé 35 ans, dans laquelle de nombreux membres des 100 premiers sont tués, ainsi qu'une grande part de l'infrastructure martienne, notamment l'ascenseur spatial, détruite. L'essentiel des survivants des 100 premiers est contraint de se cacher. Donc on a aussi une histoire de révolution et
peut-être que aussi ces gens qui sont partis coloniser Mars se demandent un peu pourquoi peut-être des gens qui sont encore sur Terre les gouvernent. C'est pas faux, on est sur une colonisation là, hein. Donc, il y a peut-être des concepts un peu politiques, sens social, qui peuvent être intéressants à lire, mais est-ce que ça ne prend pas trop le pas sur le côté divertissant du livre? Parce que, bah, des fois, enfin, j'ai un peu de mal, moi, en fait, quand on est à développer des concepts comme ça dans un livre qui va devenir didactique. Ça a un peu tendance à me lasser. Ensuite, voilà, je vais pas me faire des copains. 1984 de George Orwell. Je pense que je l'ai lu en audio. J'ai dû lire peut-être un bon tiers en audio enfin en voyageant. Je vais essayer de trouver un. Voilà. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Big Brother vous regarde, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens, mais les patrouilles n'avaient pas d'importance, seule comptait la police de la pensée. Alors, étonnamment, je fais partie des gens qui n'ont pas lu encore 1984 à l'âge que j'ai, donc 43 ans. J'ai écouté en livre audio La ferme des animaux de George Orwell que j'ai pas aimé du tout. Et 1984, on est un petit peu sur le même truc. Mais je me dis, je vais quand même le lire parce qu'on est sur des classiques de la SF. Le truc qui m'a un peu gênée, à la fois dans La ferme des animaux et dans 1984, c'est une interprétation de ma part. Je suis peut-être complètement à côté de mes pompes par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que George Orwell, c'était quand même quelqu'un qui était une personne qui savait en gros ce qui se passait dans le monde en termes de dictature, etc., régime politique inquiétant, et qui, en fait, dans ses livres, a mis à peu près tout ce qui l'inquiétait dans ce type de régime, dans ses livres. Donc j'ai l'impression de voir une fiction des angoisses d'un auteur qui a vécu il y a quelques années, je ne sais plus de quand il est, George Orwell. Il est né en 1903, il est mort en 1950, donc il a connu la Seconde Guerre mondiale. Et j'avais lu sa fiche Wikipédia parce que j'avais prévu en fait de faire une vidéo type un peu je découvre George Orwell en parlant de La ferme des animaux, en parlant de 1984. Et en fait, dans ses autres romans, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais il y a un truc un peu autobiographique qui m'intéressait, parce que c'est un homme qui est né dans les colonies, il me semble, en Inde, et qui a travaillé en fait c'était le fils d'un fonctionnaire de l'administration des Indes chargé de la régie de l'opium. Et il a eu une carrière militaire afin de repartir en Orient, donc une carrière qui a été en Birmanie, qui va le confronter à la bestialité de l'impérialisme britannique. Donc il démissionne en 1927 et retourne à Londres. Je pense qu'il a une vie qui est intéressante. Je pense qu'il a sûrement vu des choses qui lui ont déplu fortement. Mais dans à la fois 1984 et La ferme des animaux, comme je vous ai dit, j'avais l'impression de voir en fait une mise en scène des angoisses de l'auteur dans un contexte fictif, mais qui était plausible pour lui. Et je trouve que sa vision était tellement sombre que j'avais pas trop envie de m'y plonger en fait, si vous voulez. Et c'est vrai que je suis assez réticente d'aller lire des choses qui sont déprimantes comme ça. Faudrait que j'y retourne peut-être. Peut-être pas tout de suite. J'ai acheté les bouquins. J'avais commencé à les lire en livre audio, je sais plus, peut-être sur Audible ou Nextory à l'époque. Et sur Audible. Et parce que je crois que c'est sorti de catalogue. Et du coup, je me suis dit,
Je vais m'accrocher un peu, je vais acheter les poches. Donc j'ai acheté les poches et j'arrive pas à m'y mettre. Parce que autant, en fait, dans la ferme des animaux, on n'est pas sur une dystopie. La dystopie, c'est 1984 et la surveillance du peuple par un régime autoritaire. La ferme des animaux, on est sur une espèce de fable animalière qui va parler de révolution, de prise de pouvoir. Mais là, c'est les animaux qui prennent le pouvoir sur les hommes. Mais aussi des animaux qui prennent le pouvoir sur d'autres animaux. Et le truc qui m'a tendu de fou dans la ferme des animaux, c'est le fait qu'il... J'ai été jusqu'au bout de la ferme des animaux, en livre audio. Et ce qui m'a tendu de fou dans la ferme des animaux, c'est que il allait prendre une certaine catégorie d'animaux et la plaquer contre une catégorie politique de personnes. Et il y avait une espèce de correspondance comme ça. Et ça m'a choquée en fait. Parce que je me dis que ce type d'analogie, bah, c'est pas beaucoup mieux que l'extrême droite. Parce que l'extrême droite de l'époque aussi pouvait, je sais pas moi, comparer les juifs à des rats, des choses comme ça. Et ça m'a gênée en fait. Parce que je me dis, si on utilise le même type de langage que les personnes avec qui on est en profond désaccord pour dire l'inverse d'eux, mais avec le même type de code, pour moi ça ne marche pas. À mes yeux. À mes yeux, c'est tout. Et j'aimerais en fait redonner une chance à George Orwell parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre aussi. Et puis moi, je suis quand même dans une position d'humilité, même si bon, là, ça avait pas pris. Après, ce livre audio-là, j'ai bien le souvenir de l'avoir écouté en conduisant. Donc en conduisant, faut quand même faire gaffe à la route. Faut quand même faire plus gaffe à la route que à ce qu'on écoute. Donc vous voyez, faudrait que je lise autre chose en fait en livre audio en conduisant. Mais j'aimerais en fait, oui, oui, je pense que c'est clair, je vais laisser une nouvelle chance à George Orwell. Tout n'est pas fini entre nous, George. Dernier livre, et là ça va être un peu le même type de reproche entre guillemets que j'ai fait à la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, c'est Contact de Carl Sagan. Contact, j'ai vu l'adaptation avec Jodie Foster qui est assez... elle est vieille cette adaptation, ma foi. Je sais plus de quand date l'adaptation, mais le livre il date de 98. Et il a eu le locus du premier roman en 86. Donc 98, ça doit être la sortie pocket. Je vous lis le pitch et je vais vous dire pourquoi j'ai lâché. Mais évidemment, c'est parce que c'était trop compliqué. Jeune astronome convaincu de l'existence d'une vie extraterrestre intelligente, Ellie Arroway doit faire face au scepticisme de la communauté scientifique à l'égard du projet Argus, un programme d'écoute spatiale installé au Nouveau-Mexique qu'elle et son équipe tentent par tous les moyens de sauver. Jusqu'au jour où leurs ordinateurs captent un message rationnel, émis non pas depuis la Terre, mais depuis Vega, une lointaine étoile. Elle se lance alors à corps perdu dans son déchiffrage pour découvrir qu'il s'agit des plans d'une machine censée permettre à des humains de voyager dans l'espace afin de rencontrer ceux qui nous les ont adressés. Or, ces êtres semblent à présent impatients d'établir le contact, ils nous surveillent depuis longtemps et le moment est peut-être venu pour eux de nous juger. Je vais vous parler surtout du livre, de l'adaptation au cinéma avec Jodie Foster parce que je me suis cassé très vite les dents aussi là avec le livre parce qu'on est sur de la SF dure pour moi. Donc SF dure pour moi c'est beaucoup de concepts scientifiques parce que Carl Sagan il me semble bien est un scientifique et un astronome américain, fondateur de l'exobiologie. Professeur et directeur de laboratoire à l'université Cornell et il a contribué à la plupart des missions non habitées d'exploration spatiale du système solaire. Il eut l'idée d'apposer sur les sondes un message inaltérable et universel qui pourrait être compris par une intelligence extraterrestre. La plaque de Pioneer. Sagan est surtout
connu du grand public pour ses œuvres de vulgarisation scientifique. Il a écrit et raconté la série télévisée Cosmos, dans laquelle il développe entre autres un calendrier cosmique. Donc place de l'homme et de la Terre dans l'univers. L'adaptation de Contact, c'est en 97 de Robert Zemeckis avec Jodie Foster. Je suis pas sûre qu'en fait Contact soit à portée de tout le monde parce que je pense que les concepts scientifiques sont complexes. Je vais vous faire un gros résumé de ce dont je me souviens du film que j'ai vu il y a certainement très longtemps et qui m'avait quand même bien impressionné. Je pense que c'est un film qui, au niveau des effets spéciaux aujourd'hui, a pas mal vieilli, mais moi je me souviens il m'avait fait rêver de fou. On est donc Jodie Foster, donc Ellie Arroway travaille dans une espèce de champ de grosses, comment on appelle ça? Les antennes satellites là, un peu comme les paraboles. Mais des méga paraboles qui sont très grandes et qui vont toutes se diriger en même temps vers le même point, etc. Et écouter l'univers. Ça, c'est le boulot de Ellie Arroway. Un jour, ils entendent quelque chose. Et c'est un truc qui ne vient pas de la Terre, qui vient de Vega, comme je vous ai dit. Et c'est un truc c'est pas un bruit, quoi, si vous voulez. C'est un truc qui est rythmé. Il y a un code. Ils vont... alors, de mémoire, je dis peut-être des bêtises. Je crois qu'ils vont réussir, en fait, à comprendre qu'on leur envoie le mode d'emploi d'un vaisseau. Ils vont fabriquer ce vaisseau. Et ils vont peut-être bien aller dans l'espace. Peut-être bien, je n'en suis plus sûre. J'ai le souvenir qu'il y a un vrai contact entre les extraterrestres et Ellie Arroway, Jodie Foster, et que les extraterrestres, en fait, ont certainement une apparence qui n'est pas du tout anthropomorphique, à savoir une tête, deux bras, deux jambes, un corps. Ils ont certainement une apparence qui est très différente de ça, et très différente de ce qui est connu par l'homme, et ils vont justifier en fait le fait de se présenter sous l'aspect, si je me souviens bien, du père décédé, donc un souvenir du père de Ellie Arroway. Et il justifie en fait cette présentation-là en disant que on préfère te montrer quelque chose qui te touche, quelque chose avec lequel tu es familière, plutôt que de te révéler notre véritable apparence, parce que notre véritable apparence est tellement différente de tout ce que tu connais de biologique que ça te ferait peur. Et j'ai trouvé ça quelque part bon, bienveillant, intéressant. Une très bonne approche en fait. Parce que comment... à l'époque, on avait eu quand même pas mal de films sur les extraterrestres qui étaient sortis, avec des extraterrestres hostiles, type Alien évidemment, Independence Day aussi. Je pense que les Men in Black, dans le côté un peu plus marrant, étaient sortis également. Il y avait des choses plus anciennes aussi, il y avait E.T., etc. Mais on a vu pas mal de films qui étaient sortis sur de l'extraterrestre hostile qui vient attaquer l'humain. Et là, on est dans autre chose. On existe, on vous donne le mode d'emploi du truc qui va vous permettre de nous rejoindre ou de communiquer avec nous. Et en fait, on se met entre guillemets à votre, j'ai pas envie de dire niveau parce qu'il n'y a pas une question de qui est plus fort que l'autre ou des choses comme ça, même si je pense que là, on était sur une civilisation extraterrestre qui était très avancée par rapport à la nôtre. Mais je trouvais que sur un plan un peu philosophique, quelque part, c'était vachement intéressant. Le côté, en fait, d'humilité de l'extraterrestre, dont on ne voit pas l'apparence. Hein. Il me semble qu'on ne les voit pas du tout. C'est peut-être des poulpes, hein. C'est peut-être, je sais pas moi, des lutins, peut-être que ça ressemble à des tardigrades, on n'en sait rien. Mais j'avais trouvé ça super intéressant. Sauf que du coup, le livre, j'ai trouvé ça trop compliqué. Mais peut-être qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard à peu près, peut-être qu'aujourd'hui je suis plus armée pour le comprendre. Il faudrait que j'essaye et que je vous dise. Alors vous, de votre côté, est-ce que vous avez des livres que vous avez laissé tomber définitivement, plus jamais, ou
Est-ce qu'au contraire, vous avez des livres que vous avez laissés de côté, que où vous dites on va y revenir un autre jour parce que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon mood, c'était pas la bonne rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres livres, enfin des livres comme ça à qui vous allez donner une autre chance ou est-ce que vous allez vous donner vous-même une autre chance avec ce livre-là? N'hésitez pas à me dire. Je pense que j'aurais pu parler aussi éventuellement de romance, mais bon, grosso modo, c'est quand ça me tombe des bras, quand le livre me tombe des mains en romance, c'est parce que généralement, soit je trouve que le style est pas ouf, soit je trouve que les personnages sont pas ouf, ou soit je trouve que la relation elle est pas ouf. Personnages pas ouf, c'est des personnages qui sont pas construits, où on joue un peu à aux Sims, si vous voulez. Relation pas ouf, c'est quand c'est ultra déséquilibré et que la romance, en fait, on y rentre mais au chausse-pied, donc j'y crois pas en fait. Et je crois pas avoir laissé tomber de policiers, j'en ai pas lu assez. Dark Romance, j'ai laissé tomber des trucs aussi. Parce que. Je sais pas si c'était la Dark Romance, ce qu'elle avait captive là de. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais j'ai essayé, mais ce qu'elle avait laissé en ligne sur Wattpad, je pense, mais j'ai laissé tomber très rapidement. Ça m'intéresse pas en fait, tout simplement. Mais bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez abandonné définitivement ou ce que vous avez laissé de côté, pour qu'on puisse communiquer un petit peu là-dessus. Et je trouvais que c'était sympa de parler un petit peu des livres avec... c'est pas des livres où je me suis dit plus jamais ne remets nez dedans. Non, c'est des livres que je lirai un de ces quatre. Que je relirai. Je vais reprendre la lecture un de ces quatre. Mais à zéro évidemment parce que le livre le plus récent ça fait quand même plus d'un an donc j'ai oublié. Hein. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi. À dimanche pour la suite de Shirley. Il faut que je monte, que je fasse du montage. J'ai 4 chapitres d'avance sur vous, mais qui ne sont pas montés. À voir ce que je fais comme vidéo pendant les vacances, parce que j'aimerais bien en fait lever un peu le pied, parce que je pense que j'en ai encore besoin. J'ai besoin un peu de lever le pied, donc je sais pas encore si je fais des vidéos le mercredi pendant les vacances. Je pense surtout que comme ça va être tout le monde va être un petit peu au ralenti, je sais pas si c'est hyper utile, mais je pense que je vais continuer par contre Shirley. Donc peut-être, je sais pas encore si je fais des vidéos les 2 mercredis des vacances scolaires. Donc voilà. À tout bientôt, à dimanche, et passez une très belle journée. Salut!